La saison 2 de Squid Game poursuit très exactement la lutte qui marquait la fin de la première, quant à deux visions opposées sur la nature humaine. Sommes-nous fondamentalement des êtres d'empathie ou des pourritures égoïstes? Je vous propose une réflexion sur cette saison 2, d'abord sans gros spoiler, si ce n'est des illustrations issues des bandes annonces, et ensuite avec spoiler pour celles et ceux parmi vous qui ont vu cette suite. Tout le principe de Squid Game consiste à aller examiner de quoi sont véritablement faits les êtres humains une fois que les couches de sociabilité ont été soigneusement épluchées une à une, comme on éplucherait un oignon. On peut d'ailleurs voir dans les dissections pour trafic d'organes une métaphore on ne peut plus directe de cet objectif central poursuivi par la série. Bien sûr, la critique du capitalisme et de la façon dont tout un chacun accepte le principe de la survie du plus fort est la seconde composante essentielle, étroitement liée à la première. Il est facile de pointer le paradoxe d'une exploitation par Netflix d'une série qui dénonce le capitalisme. Car oui, il est évident que cette saison 2 et surtout sa coupure au bout de 7 épisodes pour tenter de justifier une troisième saison est le parfait exemple d'une exploitation de concepts pour maximiser les gains. En effet, Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, dénonce un système en y participant. Peut-on lui en vouloir? Je ne pense pas. C'est un argument qui tourne en rond et qu'on peut appliquer à n'importe quelle personne forcée de jouer selon les règles d'un système qu'elle dénonce néanmoins. Sortir d'un tel système étant quasiment impossible ou imposant de vivre en marge du monde, que ce soit dans le dénuement ou en privilégié qui dénonce dans le confort un système dont il profite. Pour en revenir juste un instant à Hwang Dong-hyuk, dont je massacre sans doute la prononciation du nom et j'en suis désolé, on sait qu'il a galéré comme un chien et que le succès incroyable de la première saison est loin de l'avoir rendu aussi riche qu'elle aurait dû a priori. Il a saisi l'occasion d'une suite pour enfin profiter financièrement d'un nom devenu aussi important que Squid Game pour Netflix, et il a bien fait, même si le stress semble continuer de le ronger malheureusement, tout comme le tournage de la première saison lui aurait apparemment coûté la chute de plusieurs dents. Si on en croit certains retours assassins typiques des réseaux sociaux, la saison 2 de Squid Game serait une déception, voire une trahison. Je pense que c'est loin de traduire la réalité de la proposition. Bien entendu, tout un chacun a parfaitement le droit de se sentir déçu de cette saison 2, mais il me semble essentiel de remettre cette perception en perspective. Pour commencer, rappelons-nous que la première saison de Squid Game était fascinante et a poussé bon nombre de spectateurs à enchaîner les épisodes. Entre la découverte du concept, les jeux, la révélation des personnalités et la formation des alliances, ce n'est pas illégitime si la série est devenue un tel phénomène qui a participé à mettre la Corée du Sud au centre de l'attention dans la pop culture mondiale. Passer après une telle saison est extrêmement difficile. Ensuite, la critique facile, c'est que la saison 2 ne serait qu'une reprise à l'identique de la première. Ce type de reproche me fait sourire, car si la saison 2 n'était pas revenue dans le jeu, d'une manière ou d'une autre, je pense que le mécontentement aurait été largement pire. Je suis convaincu que le concept même des jeux de Squid Game est tellement fort qu'il est impensable de tenter une suite sans les inclure. Cette saison 2 s'y prend bien dans l'ensemble, en jouant autant sur le déjà-vu que sur le contre-pied des attentes. Enfin, il est évident qu'une bonne partie des frustrations exprimées s'explique par la fin abrupte de cette saison 2, qui impose d'attendre une troisième et dernière saison, en opposition avec le final de saison 1, qui se suffisait à lui-même et qui, dans le plan initial du créateur, devait marquer un point final pour la série. Il s'agit selon moi du point de ressentiment le plus légitime, car on sait que les saisons 2 et 3 sont en réalité issues du même tournage et que ce découpage reste avant tout une stratégie marketing, même si c'est aussi peut-être la seule façon de respecter une date de sortie en 2024 pour cette suite. De mon point de vue, cette saison 2 propose à nouveau des épisodes très forts et quelques personnages secondaires qu'on découvre avec plaisir, que ce soit pour les détester, les apprécier ou attendre d'en savoir plus à leur sujet. La saison est malheureusement desservie par une sous-intrigue complètement à la ramasse et quelques points discutables dans les choix et comportements de personnages éminents. Si vous hésitez à regarder cette saison 2, je pense que vous devriez a priori ignorer certaines critiques lapidaires et assassines. Elle vaut toujours le coup d'être vue et il est plus facile d'accepter cette fin temporaire quand on sait d'avance qu'il y aura de la frustration jusqu'à l'arrivée de la conclusion promise pour 2025. La qualité d'interprétation reste un point fort de la série, notamment avec cette galerie de second rôle dont je parlais qui porte presque autant d'intrigues potentielles, en espérant que certaines aboutiront bel et bien en saison 3. Et il est temps de passer au spoiler afin d'aller plus loin dans ce que nous propose cette saison 2, dans ce duel au double enjeu qui se dessine entre Gi-hun et le leader. La situation initiale proposée par la saison est prometteuse avec Gi-hun qui cherche à mettre un terme définitif au jeu. Malheureusement, l'ensemble est desservi par un présupposé irréaliste selon lequel les recherches du recruteur seraient restées infructueuses pendant 2 ans.
Il serait ridicule de mettre autant de temps à retrouver un homme qui défie d'autres personnes dans le métro de cette façon, et puis il faut dire que la méthode est plutôt incohérente. On ne comprend pas pourquoi Gi-hun n'a pas tenté d'acheter un agent du métro ayant accès au réseau de caméras pour commencer, étant donné qu'il a pris le risque de récupérer des fusils d'assaut automatiques au marché noir. Il aurait aussi pu prendre celui, a priori bien moindre, de tenter la corruption auprès des agents du métro. Et puis surtout, il n'y a absolument aucune logique à ce qu'il attende 2 ans avant d'enfin embaucher plus de monde pour surveiller toutes les lignes de métro en même temps. Ce n'est pas un détail puisque cela semble venir contredire ce qu'on nous présente comme une détermination sans faille de sa part et littéralement le seul objectif qui concentre tout son temps, son argent, sa volonté. Heureusement, ce premier épisode est largement sauvé par la présence du recruteur, campé par Gong-Yoo, qu'on aurait vraiment aimé voir rester plus longtemps dans la série, tellement il est marquant. Son traitement à la roulette russe matinée de double Shifumi s'inscrit parfaitement dans la cruauté au cœur de Squid Game qui force les gens à des choix terribles. Le fait que Gi-hun, comme le recruteur, aille ensuite au bout du jeu en dit long sur leurs états psychologiques respectifs. L'un est déterminé mais aussi rongé par la culpabilité du survivant au point de jouer sa vie à pile ou face, tandis que l'autre est profondément déséquilibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suppose que l'épisode 2 pourrait déjà perdre les spectateurs les moins patients et investis, mais il pose néanmoins des bases intéressantes en introduisant notamment Noel avec cette révélation qui nous la montre comme l'un des soldats masqués vêtus de rose. Proposer un point de vue sur l'autre côté de la barrière et la motivation de ces gardes déshumanisés est une idée excellente, même si le reste de la saison nous laisse un peu sur notre faim à son sujet malheureusement. Quoi qu'il en soit, c'est bien la fin d'épisode 2 qui vient installer tout le reste de la saison dans ce duel qui va opposer le héros au leader, futur joueur numéro 1. Il s'agit d'un duel à double enjeu, comme je le disais, qui porte d'abord sur une vision de la nature profonde de l'être humain et ensuite sur l'âme du héros lui-même. Bien évidemment, ces deux enjeux se rejoignent et n'en forment qu'un seul. Le leader veut amener Ji-hun à perdre foi en son prochain et à basculer lui-même vers un état d'esprit qui le pousse à accepter de laisser mourir les autres pour atteindre son objectif. Et bien sûr, c'est très exactement ce qui se passe dans l'épisode 7 lorsque Ji-hun explique son plan et qu'il demande à son petit groupe fidèle de laisser d'autres joueurs de leur camp à la croix mourir pour parvenir à prendre les gardes par surprise. Ji-hun tombe ici dans la morale utilitariste, sacrifier quelques-uns en espérant sauver un plus grand nombre, ce qui arrache un sourire de triomphe narquois au leader. Ce n'est qu'après avoir constaté l'impact de Ji-hun sur le premier jeu que le leader et frère du policier, In-ho de son vrai nom, va entrer lui-même dans le jeu sous le nom de Young-il. Son problème ne provient pas du nombre de personnes que l'intervention de Ji-hun parvient à sauver, mais bel et bien de l'influence qu'il commence à avoir sur les autres et surtout de la dynamique de solidarité qui commence à se créer. On peut supposer qu'une partie de la fascination des riches spectateurs pour ces jeux macabres consiste à voir des gens se trahir et s'entre-déchirer pour la survie et surtout la pâte du gain. De ce fait, le leader ou frontman ne pouvait pas permettre que Ji-hun fasse dérailler le processus. Comme déjà souligné, le fait de voir cette saison repartir dans une succession de jeux ne me choque pas, d'autant plus que ces jeux sont totalement nouveaux et particulièrement vicieux. Le meilleur épisode est sans doute celui du carrousel, dont le principe est tout simplement génial puisqu'il allie simplicité absolue et cruauté ultime en poussant les participants à des choix atroces de hiérarchisation des vies. Reprocher à cette saison de mettre en scène de nouveaux jeux serait, encore une fois, un non-sens absolu puisque ce sont nécessairement les moments les plus forts possibles dans une telle série. Par ailleurs, on peut supposer que l'introduction d'un vote automatique après chaque jeu, avec le partage des gains existants entre tous les survivants, est une proposition de In-ho. Une proposition qui a dû être acceptée à plus haut niveau, on l'imagine, à moins qu'il ne soit déjà maintenant au sommet de la hiérarchie pour tout ce qui touche à l'organisation du jeu dans sa version coréenne, puisqu'un commentaire en première saison laissait supposer que ce type d'événement avait déjà des équivalents dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit, l'introduction de ce vote automatique est là pour miner chaque fois un peu plus la confiance de Ji-hun en l'humanité. In-ho veut le détruire psychologiquement pour démontrer de manière écrasante la réalité de sa vision du monde, totalement désenchantée, dans laquelle la vie humaine n'a aucune valeur réelle, car il n'existe en réalité aucune morale. C'est bien évidemment pour cela qu'In-ho laisse la vie à Ji-hun et lui fait porter la responsabilité de l'exécution de son ami et de la mort de quasiment tous ceux qui ont suivi son initiative de rébellion. Un des éléments qui vient ternir ces aspects les plus réussis de la saison 2 se trouve dans la naïveté ou l'incohérence des comportements de Ji-hun mais aussi du policier Jun-ho. En effet, on peut légitimement s'étonner que Ji-hun ne soit pas plus méfiant envers les inconnus qui tentent de gagner sa confiance parmi les joueurs, puisqu'il sait que les organisateurs ont parfaitement connaissance de ses projets. Et que la taupe prenne en plus le numéro 1, qui était déjà celui de l'infiltré en première saison, est franchement trop gros, et cela fait passer Ji-hun pour un véritable crétin, même si Young-il joue de manière extrêmement habile.
ce qui n'est pas étonnant en soi, puisqu'on sait que In-Oh a déjà remporté le Squid Game de 2015. En outre, il puise ses mensonges dans une vérité très proche des événements qui l'ont poussé à tenter le jeu, mais aussi à embrasser une vision du monde aussi pessimiste, suite à la mort de son épouse qui était peut-être réellement enceinte alors. Du côté de Jun-Ho, le frère policier, on peut s'étonner quand même que sa stratégie consiste à suivre un marin pendant 2 ans durant ses recherches de l'île, et précisément celui qui l'a sorti de l'eau. Rien n'indique en effet que Jun-Ho a ne serait-ce que mené une enquête sur le capitaine. Anormal aussi de ne jamais avoir pensé à utiliser un drone auparavant, puisqu'il est quasiment impossible de quadriller efficacement la surface de toute une île assez grande pour accueillir les installations des jeux. De mon point de vue, pour le spectateur, le capitaine semble suspect très rapidement, ce qui fait que la révélation de sa traîtrise n'a aucun impact, et ce qui participe à cantonner cette sous-intrigue de la recherche de l'île aux moments les plus ennuyeux de la saison. On a vraiment l'impression que la progression est délayée pour que rien ne se passe de leur côté avant la saison 3, et cette artificialité évidente endommage la saison dans son ensemble. Comme je le disais, l'une des forces de cette saison 2 réside encore dans son riche éventail de personnages secondaires, même si la plupart restent des archétypes, certains se révèlent progressivement et il devient presque impossible de ne pas s'attacher à eux ou de les détester avec passion. Parmi les profils qui m'ont le plus accroché, outre Yoongbei, l'ami de Jihoon, on a Geum-ja, la mère qui retrouve son fils dans le jeu, et surtout Yoon-ju, la femme transgenre. À son sujet, on peut sans doute regretter que le rôle n'ait pas été confié à une actrice transgenre. Un article de Numérama présente les explications du créateur de la série qui pointe la grande difficulté à trouver une actrice ouvertement transgenre en Corée du Sud, où le sujet reste sensible. Ceci dit, des internautes ont pu évoquer les noms de plusieurs actrices potentielles qui auraient pu être choisies et qui sont transgenres, et on se demande quelle est la part de la crainte face aux réticences qui auraient pu s'exprimer dans certains publics face à une véritable actrice transgenre, à commencer par le public de Corée du Sud. Au moins on peut reconnaître, et cela reste l'essentiel, que l'acteur Park Sung-hoon est excellent dans ce rôle et que le thème est abordé avec une certaine sensibilité et sans fausse pudeur pour autant. Yoon-ju est clairement la meilleure combattante à l'arme à feu parmi les joueurs, et on peut la suivre en appréciant ses dilemmes entre poursuivre et arrêter le jeu, mais aussi sa façon de protéger les gens dont elle est devenue proche. Si on y ajoute la chamane totalement ravagée qui se comporte en gourou Wish et la jeune femme enceinte, on sait qu'on a encore de beaux moments de tension à venir en saison 3, car oui, justement, la série parvient encore à nous surprendre, par exemple en tuant brutalement Thanos, l'insupportable rappeur, ou encore Semi, la jeune femme au piercing. Quant à l'exécution apparemment sans pitié du père de la petite fille malade, on peut se poser des questions, bien sûr. En effet, on peut supposer que le soldat triangle qui vient tirer sur le père dans un recoin est bien Noeul. L'angle du tir est volontairement masqué par la réalisation, ce qui laisse supposer que Noeul a pour projet de récupérer le père avant que ses organes ne soient prélevés. Quant à la courte scène qui présente une nouvelle poupée géante, elle me semble assez malvenue. Elle ne fait que teaser un nouveau jeu sadique, mais cela a pour effet de renforcer la frustration qu'on ressent en tant que spectateur pour une saison 3 qui a déjà été tournée, tandis que la deuxième vient de se terminer abruptement sous nos yeux. On peut supposer que Jihoon parviendra à mettre un terme au jeu coréen en fin de saison 3, enfin, on n'en sait rien, peut-être. Il découvrira alors éventuellement l'existence d'autres versions dans d'autres pays, ce qui pourrait ouvrir la voie à des spin-offs que Netflix tentera de lancer, à n'en pas douter, pour exploiter la licence jusqu'à la dernière goutte, sachant que la rumeur d'une version américaine réalisée par David Fincher semble toujours vivace. Avant de vous laisser, je vous recommande, et ceci n'est pas un placement rémunéré, le livre Planète de Renaud Gézionec, le capitaine du Nexus 6, que vous connaissez sans doute de YouTube. Le livre évoque de nombreux aspects de la science-fiction au gré d'un voyage dans ses représentations et ses lieux les plus iconiques. La lecture en est agréable et la maquette tout autant. C'est un ouvrage qu'on a plaisir à parcourir, autant pour les réflexions auxquelles le genre SF est si propice, que pour renouer ou découvrir diverses références, que ce soit dans le cinéma, la série télé, le jeu vidéo ou encore la bande dessinée. Un livre agréable et beau pour 30 €, une bonne idée de cadeau à vous-même ou aux autres. Il est aux éditions Ebec, si je prononce correctement. Quant à nous, pensez bien sûr au pouce en l'air, à l'abonnement et aux commentaires si vous préférez éviter de devenir les cobayes d'une épreuve à base de chats perchés avec un sol qui s'ouvre sur une fosse à pieux ou pire, une salle qui diffuse en boucle des discours de Manuel Valls en espagnol. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis profitez bien des fêtes de fin d'année. Salut!